L'histoire qui va suivre ressemble à un soap-opéra déglingué. Écoutez plutôt. Une fille de milliardaire, intelligente et cultivée, héritière d'une fortune équivalente au PIB d'un petit pays, tombe sous le charme d'un gourou mégalo et pervers. Tellement amoureuse qu'elle décide de tout plaquer pour rejoindre son organisation et en devenir la principale financière. Cette fille, c'est Claire Bronfman, et la secte en question, NXIVM. Héritière rejetée par la dynastie familiale, mal aimée de ses parents, Bronfman va trouver avec NXIVM tout ce qu'on ne lui a jamais donné. De l'affection, une protection, de l'amour, mais surtout un sens à sa vie. En disciple zélé, elle va dilapider la fortune familiale et user de toute son influence pour protéger son maître, le charismatique et pervers Keith Raniere. Bienvenue dans une affaire qui nous plonge dans les perversions du développement personnel. Une affaire où il est question de dépendance affective et d'esclavage sexuel. Une affaire où l'on croise des personnages dignes des pires séries télé, un gourou sociopathe, un vieux milliardaire cynique, une actrice sadique et même le Dalai Lama. Vous écoutez la saison 2 du podcast Les Héritiers. Épisode 1, l'héritière déboussolée. New York, 24 juillet 2018. Un fourgon de la pénitentiaire se gare sur le parvis du tribunal de Brooklyn. À l'intérieur, Claire Bronfman. L'héritière vient tout juste d'être arrêtée par 2 agents fédéraux. Elle doit être entendue pour la première fois par un juge à propos de son implication dans une secte mystérieuse qui fait la une des journaux, NXIVM. 4 mois après l'arrestation du redoutable Keith Raniere, c'est au tour de l'une de ses plus proches collaboratrices de subir l'offensive de la justice new-yorkaise. Et de nombreux médias ont fait le déplacement. Quand elle sort du fourgon, menottes au poignet, les journalistes découvrent enfin le visage de cette femme de 39 ans, que la presse à scandale a surnommée la banquière de NXIVM. Pourtant, avec ses cheveux ondulés, ses traits anguleux et ses lunettes carrées, Bronfman ressemble plus à une prof d'histoire géo qu'à la responsable d'un groupe de fanatiques. Mais ne vous laissez pas avoir par cette allure respectable. Claire Bronfman est une disciple zélée, capable de tout pour satisfaire son maître. Encadrée par son escorte policière, l'héritière pénètre dans le tribunal. Face au juge, elle se voit notifier les charges qui lui sont reprochées. Blanchiment d'argent et usurpation d'identité. Mais déterminée à démontrer que NXIVM est une organisation œuvrant pour le bien de l'humanité, elle plaide non coupable. La caution demandée par le juge donne le tournis, 100 millions de dollars. Mais l'héritière ne bronche pas. Après avoir signé le chèque, elle ressort du tribunal, libre. Enfin presque. Assignée à résidence, contrainte de porter un bracelet électronique, elle rejoint son appartement de Manhattan. Là, elle pourra préparer son procès, prévu pour l'année suivante, entourée de son armée d'avocats. Dès le lendemain, son nom et son visage s'affichent en une de tous les journaux. Bronfman. Dans les milieux financiers, ils sont nombreux à connaître ce nom. C'est celui du fondateur des distilleries Seagram, le père de Claire, Edgar Senior. Poids lourd de la vie économique, l'homme est mort 5 ans plus tôt, laissant à ses descendants une fortune de plus de 2 milliards de dollars. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Pour mieux comprendre cette affaire, il faut remonter le fil de l'histoire familiale et aller au Royaume-Uni, 30 ans plus tôt, au début des années 90. John Major vient de succéder à Margaret Thatcher. Lady Diana s'affiche en une des tabloïds et l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, fait parler la poudre dans les plus grandes villes du pays. À l'écart de Londres, dans une ferme en pierre perdue dans la campagne, une jeune fille timide issue de l'élite financière grandit loin de l'agitation du monde. Son nom, Claire Bronfman.
Automne 1991. Claire Bronfman, 12 ans à peine, mène une vie préservée dans une ferme luxueuse de la campagne anglaise. Sage, polie, discrète, c'est une enfant sensible, passionnée par la nature et les animaux. Voilà 3 ans qu'elle ne mange plus de viande depuis qu'elle a appris qu'il s'agissait d'animaux morts. Ses journées, elle les passe dehors, entre une cabane au fond du jardin et un manège japonais, entourée d'une armée de gouvernantes, de professeurs particuliers, mais aussi de sa mère, Rita, et de sa sœur aînée, Sarah. Sarah l'exubérante est l'exact opposé de Claire la taciturne. Les 2 sœurs sont respectivement les 6e et 7e enfants du fondateur des distilleries Seagram, mais aussi président du Congrès juif mondial, le célèbre Edgar Bronfman Senior. Un homme parti de rien, devenu richissime. Mais drôle de père tout de même que ce Edgar Senior, qui partage son temps entre New York et son ranch en Virginie, menant une vie de capitaine d'industrie pressé, loin, bien loin de la campagne anglaise. Très proche de ses 2 fils aînés, Samuel et Edgar Jr., issus de son premier mariage, l'homme ne se manifeste dans la vie de ses 2 cadettes qu'à l'occasion de leur anniversaire ou des fêtes de fin d'année. Petite, on nous tenait à l'écart de la vie de notre père. Parfois, il arrivait dans son jet privé et on partait tous sous les tropiques. Sinon, il engageait une nounou pour nous emmener là où il se trouvait. On sortait de son monde comme on y entrait. Vite et mal. Dans l'ombre d'un patriarche aussi imposant que fantomatique, Claire et Sarah grandissent en manque de repères affectifs. Et du côté de leur mère, Rita, ce n'est pas franchement mieux. Mondaine et distante, cette dernière passe très peu de temps à la ferme, préférant les réceptions londoniennes au calme de la campagne anglaise. À la fin de l'année 91, elle rencontre d'ailleurs un paléontologue et décide, sur un coup de tête, de partir le rejoindre au Kenya. Avec sous le bras, ses 2 filles incrédules. Une fois sur place, Sarah et Claire sont confiées pour quelques semaines à une tribu isolée, aux mœurs radicalement différentes de celles de leur paisible Angleterre. Je me souviens des enfants qui couraient pour nous voir arriver. Ils étaient si curieux, ils nous touchaient et ils riaient. Pendant nos 2 semaines là-bas, nous avons vécu très simplement, dans des huttes en terre, sans électricité ni eau courante, avec un trou pour seule toilette et une nourriture très simple. Mais ce mode de vie était d'une richesse incroyable. Pour la jeune fille, cette expérience du dénuement est un choc culturel autant qu'une révélation. À 12 ans, elle commence à développer un sentiment qui l'habitera pendant de nombreuses années, la honte. La honte de ce nom de famille, Bronfman, et du mode de vie auquel il renvoie, honte de l'argent, honte de ce père absent et de cette mère frivole, honte de tout. Bientôt, pourtant, il faut rentrer. De retour en Angleterre, placée cette fois en pensionnat, Claire s'isole. Ses seules passions, les chevaux et le saut d'obstacles. Cavalière passionnée et travailleuse acharnée, elle écume les compétitions internationales. Eindhoven, Brême, Rome, les résultats sont là et très vite, elle quitte le pensionnat pour s'installer en Hollande où elle débute un entraînement intensif. Mais au contact des autres cavaliers, la jeune femme s'interroge. Et si cet empire familial avait construit un mur entre elle et le reste du monde ? Elle en est convaincue, cette fortune est un cadeau empoisonné, une malédiction. Lors des compétitions, elle refuse de loger dans les hôtels luxueux et préfère rester avec les autres cavaliers venus de milieux modestes. Nous plaisantions en disant que ses chevaux étaient mieux logés, se souviendra une amie et collègue cavalière. En réalité, le seul souhait de Claire, sa seule envie, est aussi simple qu'elle lui semble inaccessible. Être acceptée telle qu'elle est, et pas pour ce que sa famille possède. Alors au lieu de passer ses vacances dans les Hamptons avec son père et ses demi-frères, l'adolescente se lance dans différentes aventures humanitaires bénévoles. Elle part construire des huttes au Népal et passe du temps dans un centre de désintoxication en Italie. Cette période achève de la convaincre d'une chose essentielle. Tant qu'on n'a personne avec qui le partager, tout l'argent du monde est inutile.
De son côté, sa grande sœur Sarah se cherche aussi. Elle se passionne pour le parachutisme, entame des études supérieures qu'elle ne finit pas, puis se perd dans un mariage raté avec un cavalier irlandais. Mais tout change en 2002. Cette année-là, la sœur aînée de Claire entend parler, via une amie de sa mère, d'une organisation de développement personnel, exclusive, élitiste et secrète, NXIVM. Avec des séminaires sur tout le continent et une organisation pyramidale par cooptation, NXIVM est surtout fréquenté par de riches occidentaux qui veulent trouver un sens à leur vie. À sa tête, un petit barbu à lunettes charismatique de 42 ans, son nom, Keith Raniere. Avec ses 242 QI annoncés, Raniere se présente alors comme l'un des hommes les plus intelligents de la planète. Sa promesse est aussi simple que grandiose, bâtir un monde meilleur. Guérison psychique et tentation humanitaire, pour Sarah Bronfman, la première semaine de séminaire est une révélation. Et très vite, elle en parle à sa sœur. « Quand Keith te regarde dans les yeux, tout s'éclaire, lui dit-elle, avant d'ajouter « Il faut absolument que tu le rencontres, tu verras par toi-même. » Claire ne le sait pas encore, mais ce Keith Raniere s'apprête à changer sa vie. En cette année 2002, voilà 4 ans que Raniere a rassemblé autour de lui une petite bande de disciples qui suit ses enseignements comme l'Évangile. Entre psychologie comportementale et philosophie des sciences, la méthode NXIVM propose de remodeler la conscience des élèves et de les aider à éclore. Sur les conseils de sa sœur, Claire s'inscrit dans un programme d'une semaine baptisé ESP pour Executive Success Programme. Après avoir déboursé 2 700 $, la jeune femme de 23 ans se rend dans la salle de réunion d'un hôtel anonyme de Monterey, au Mexique. Le premier jour, la formation commence par une série de projections de vidéos éducatives à propos de l'estime de soi. Présentée par la numéro 2 de NXIVM, Nancy Salzman, elle semble tout droit sortie des années 80. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? Quand quelqu'un nous dit « j'ai confiance en moi », de quoi on parle ? De la façon de la mesurer, des techniques pour l'améliorer ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la confiance en soi, mais peu véritablement savent ce que c'est. La confiance en soi, en fait, c'est le nombre d'options que vous avez à un moment donné. Et les gens qui ont confiance en eux, ils savent se saisir de ces opportunités, ils savent les voir. Les autres, ils restent emprisonnés dans ce qu'on appelle les certitudes limitantes. Malgré une esthétique corporate d'un autre temps, les phrases qui sortent du téléviseur entrent en résonance avec les préoccupations de l'héritière. Viennent ensuite les ateliers collectifs animés par 2 formateurs de NXIVM. Au départ, Claire peine à jouer le jeu. Fuyante, distante parfois, elle est sur la défensive. Mais peu à peu, à force de questions intimes, la carapace de la jeune femme se fissure. Alors, Claire se lance. Elle partage ses angoisses et dévoile ses carences affectives, liées notamment à ce père dévorant, ce Edgar Senior qui pense que tout peut s'acheter, y compris les sentiments. Claire réalise aussi qu'à la différence de sa sœur aînée, elle est une femme en colère. Une colère sourde, dirigée contre tout et tout le monde. À quoi sert d'avoir de l'argent quand on est incapable d'aimer ? Au 3e jour, après une session éprouvante, la jeune femme a une révélation. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle ne s'est jamais aimée. Après ça, les vannes s'ouvrent. La jeune femme se met à pleurer. Et bientôt une question l'obsède. Que faire pour enfin trouver la paix ? La réponse lui arrive le lendemain sous la forme d'une visite. Ce jour-là, Keith Raniere en personne débarque dans la petite salle de réunion. Ici, personne ne l'appelle par son nom, mais par son surnom dérivé du français, qu'il s'est lui-même attribué, Vanguard, comme l'homme à l'avant-garde. Pourtant, quand il entre en scène, le quadragénaire ne paye pas de mine. Avec ses longs cheveux, ses lunettes rondes et son petit polo, il ressemble plus à un geek inoffensif qu'à un grand Manitou du bien-être. Mais quand sa voix calme commence à résonner dans la pièce, l'atmosphère change. Le silence s'installe et les regards se fixent sur lui. Magnétique, cultivé, sensuel, Raniere, ou plutôt Vanguard, sait comment capter son public et ne plus le lâcher. Son intervention débute par un postulat étrange.
le monde est d'après lui divisé en 2 catégories de personnes. D'un côté, il y a les sceptiques, et de l'autre, il y a les cyniques. Vous avez le choix. Vous voulez rechercher la vérité, ou vous voulez vous foutre de tout. Rechercher la vérité, c'est vouloir transformer la magie en science. C'est exactement ce que je fais ici. Les autres, les cyniques, je les appelle les parasites. Ils sont juste bons à transformer le bien en mal. Dans la foulée, Raniere le sceptique explique donc comment il arrive à transformer la magie en science en utilisant sa propre méthode, baptisée enquête rationnelle. L'idée qu'il défend est simple, du moins en apparence. Pour atteindre tout son potentiel et changer son rapport au monde, il faut se débarrasser de ses blocages. Et pour y parvenir, il faut non seulement les identifier, mais surtout les voir pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire de fausses croyances, les fameuses certitudes limitantes. Pour Claire, c'est une évidence. Tous ces blocages personnels sont à chercher du côté du manque d'affection de ses parents. Mais dans son discours, Raniere met en garde. Détruire ces blocages est souvent une étape douloureuse, mentalement et physiquement. Souffrir pour s'accomplir, Claire, la sportive de haut niveau, n'en a pas peur. Derrière ce discours bien rodé, on trouve donc Kees Raniere. Avec sa voix apaisante et son regard vif, il semble avoir compris les rapports humains comme personne. Pourtant, à y regarder de plus près, toute son organisation NXIVM est plutôt étrange. Alors, qui se cache derrière Vanguard ? Natif de New York, diplômé de l'Institut Polytechnique Rensselaer en maths physique, amateur de volley-ball et membre de la très exclusive Mega Society, qui consacre les individus dotés de très hauts quotients intellectuels, Kees Raniere a un CV long comme le bras. D'abord programmateur informatique, puis entrepreneur spécialiste de la vente pyramidale multiniveau, il se passionne dans les années 80 pour un outil de développement personnel très en vogue, la programmation neurolinguistique, ou PNL. À la fois pseudoscience et technique de médecine alternative, la PNL considère le cerveau humain comme une sorte d'ordinateur, dont on pourrait reprogrammer chaque automatisme à l'envi. En 1998, Raniere a une idée de génie. Combiner sa passion pour la PNL, et tout le contrôle qu'elle offre sur les autres, et ses connaissances en vente multiniveau. C'est ainsi que naît NXIVM. Grâce à son charisme et à son sens de la mise en scène, les élèves affluent. En 2002, quand Claire Bronfman participe à son premier séminaire, ce petit spectacle est donc bien rodé. En tout, ils sont déjà près de 4000 à suivre la méthode de Vanguard. Pourtant, malgré le succès et le surnom, l'homme récuse le titre de gourou. Même s'il est seul en haut de la pyramide et qu'il fait l'objet d'un véritable culte de la personnalité, il préfère se définir comme guide d'un mouvement philosophique. Comme des milliers d'adeptes, Claire est sous le charme. Elle est particulièrement marquée par la fin de son intervention, quand il dissèque un sentiment bien familier de l'héritière, la honte. La honte, c'est la peur d'être associé pour toujours à une action qu'on regrette. Et en général, les gens réagissent en fuyant. Comme la culpabilité, la honte est un jugement qu'on s'inflige à soi. L'enjeu ici, c'est comment gérer la crise. Quelqu'un d'éveillé affrontera le problème et sera déterminé à ne plus jamais le vivre. Retirer ces sentiments de honte et de culpabilité, c'est la meilleure façon de s'émanciper. La jeune femme est bouleversée. Elle réalise qu'en suivant les préceptes de NXIVM, elle n'aura plus à vivre avec ce poids sur les épaules. Et à la fin de l'intervention, elle est euphorique quand elle apprend que Raniere veut la rencontrer. Au moment où l'homme pose ses yeux sur elle, le temps s'arrête. Pour la première fois de sa vie, elle a l'impression d'être la femme la plus importante de l'univers. Sa sœur ne lui avait pas menti, c'est comme si elle le connaissait depuis toujours. Dans cette salle de réunion perdue de Monterey, elle découvre un sentiment qui lui était jusque-là étranger, la considération. C'est là tout le talent de Raniere, et des gourous en général, la capacité à saisir les failles affectives des personnes en souffrance pour mieux les utiliser à leur avantage.
car ce n'est évidemment pas un hasard si le guide autoproclamé a jeté son dévolu sur l'héritière Bronfman. Avoir accès à sa fortune serait une bénédiction pour lui et sa petite entreprise. Comme Sarah, comme toutes les femmes fortunées qui ont franchi la porte avant elle, Claire reçoit tous les égards du fondateur. Celui-ci va tout mettre en œuvre pour l'impliquer dans NXIVM. Après l'initiation, place donc à l'exploration. Plus zélée que sa sœur aînée, Claire multiplie les séminaires et se rapproche des principaux cadres du mouvement. Nancy Salzman, mais aussi Sarah Edmondson, ou encore Anna Cristina Fox, la fille de l'ancien président mexicain Vicente Fox. Pour Claire, c'est une révélation. La jeune femme découvre sa vérité intérieure et gagne au passage une famille de cœur. Fini les tourments identitaires et la honte d'être bien née. Désormais, elle appartient à un ensemble qui la dépasse et sa vie a pris un sens nouveau. Privilège suprême, début 2003, elle se fait inviter au QG de NXIVM, une série de grandes bâtisses situées en périphérie de la ville d'Albany, au nord de New York. C'est là qu'elle assiste pour la première fois à un rituel phare de l'organisation, la remise des écharpes. En tout, il y en a une 30, de différentes couleurs et motifs, un peu comme des ceintures de judo. Pour les disciples, chaque couleur représente un échelon de réussite et une marge de plus vers l'optimisation de son potentiel. Naturellement, Raniere s'est attribué une couleur qui symbolise sa puissance et que lui seul a le droit de porter, le blanc immaculé. Ensuite, les adeptes défilent un par un devant lui. À chacun, il enfile une nouvelle écharpe, puis le congratule. Chose étrange, il embrasse presque toutes les femmes sur la bouche. Pour Claire, ce n'est qu'un détail. La voilà enfin officiellement intégrée à NXIVM. La route vers le succès spirituel et personnel sera longue, certes, mais enfin, elle a trouvé sa place dans le monde. Au printemps 2003, après quelques mois d'intense formation, l'héritière décide de quitter l'Europe pour de bon et de s'installer à Albany. Elle achète une ferme juste à côté des bureaux de NXIVM et se lance dans l'élevage de chevaux. Keith Raniere jubile. Son plan est une réussite totale. Mais ce n'est qu'une première étape. Il décide de s'impliquer corps et âme dans la vie de l'héritière. Ainsi, même s'il ne connaît rien du monde des chevaux, le petit gourou à lunettes s'improvise coach personnel d'équitation. Et le succès est au rendez-vous. Grâce à ses conseils et cette confiance inédite qui l'envahit, Claire obtient les meilleurs résultats de sa carrière. Armée d'une énergie nouvelle, encouragée par un homme admiré et charismatique, elle termine 12e des qualifications olympiques, à 2 doigts d'obtenir son ticket d'entrée pour les JO d'Athènes. Évidemment, cette aide du fondateur n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Sans donner l'impression d'insister, il parvient à soutirer 2 millions de dollars à l'héritière, officiellement sous la forme d'un prêt à 2,5% d'intérêt, un taux beaucoup plus avantageux que ceux proposés par les banques. Claire signe le chèque avec plaisir. Enfin, sa fortune est utile et elle n'a pas honte de l'utiliser. En échange, on lui propose de monter dans la hiérarchie NXIVM. D'abord formatrice, l'héritière est propulsée directrice des opérations du groupe au printemps 2003. C'est elle qui a la responsabilité de coordonner la Semaine Vanguard, une fête annuelle organisée pour l'anniversaire du maître. Après cette semaine de festivités, Claire n'a pas le temps de souffler. Elle est à nouveau sollicitée par Raniere. Cette fois, il voudrait qu'elle lui présente son père, Edgar Senior. Le plan d'attaque est simple, parvenir à séduire le vieil homme richissime et respecté et lui vendre sa méthode NXIVM. Claire invite donc son père à un séminaire exclusif, réservé aux VIP. L'homme d'affaires de 74 ans accepte. Il est curieux de savoir d'où vient le feu sacré dans le regard de ses filles. Mais l'héritière angoisse, elle sait que son père traîne un tempérament d'homme dur, pour ne pas dire revêche. Pour Keith Raniere et son associé Nancy Salzman, l'exercice s'annonce délicat. Quand le séminaire débute, le milliardaire est enthousiaste. Mais au moment où Claire lui apprend qu'elle a commencé à financer le groupe, à hauteur de 2 millions de dollars, il déchante. C'est trop d'argent, pense-t-il, trop d'argent, remis trop tôt. Et puis, même s'il apprécie les enseignements, il se méfie de Raniere et ses questions indiscrètes sur ses contacts ou ses amis milliardaires.
Bientôt, la défiance se transforme en soupçon. Au bout de quelques jours, le patriarche supporte de moins en moins l'attitude mégalo et les réponses toutes faites de ce guide autoproclamé. Engoncé dans son costume de couturier, le vieil industriel fronce les sourcils. Pour lui, ce petit groupe ressemble à s'y méprendre à une secte. Dans quel pétrin se sont donc fourrées ces deux filles ? Après 2 semaines de formation, le patriarche ressort lessivé et inquiet. Hors de question de laisser Claire dilapider sa fortune dans cet asile de fous. Il active son carnet d'adresses et met tout en œuvre pour faire tomber Raniere et sa bande de cinglés. Pour Edgar Bronfman Sr., l'opération Anti-Nexium peut commencer. C'était le premier épisode du podcast Les Héritiers, consacré à Claire Bronfman. Un podcast original Énergie, produit avec l'Acme Productions. Écriture, Guillaume Ballandras. Réalisation, composition musicale et mixage, Nicolas Mollet. Et avec les voix de Margot Guillemard, Loïc River, Cécilia Anceux et Philippe Mahler. Retrouvez la série Les Héritiers sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à la partager autour de vous.